Bonjour et bienvenue sur l'entretien de France 24. Je reçois aujourd'hui Jean Glavany, ancien ministre socialiste de l'Agriculture et de la Pêche dans le gouvernement de Lionel Jospin. Il a aussi été chef de cabinet de François Mitterrand dans les années 80 et puis longtemps député des Hautes-Pyrénées. Donc une riche carrière politique, mais aujourd'hui c'est surtout avec le marin, le voileux en quelque sorte, que nous allons converser. Bonjour Jean Glavany. Bonjour. Alors je vous reçois aujourd'hui pour le livre en forme de déclaration d'amour en quelque sorte à la mer Méditerranée que vous publiez aux éditions Edissence, 3000 ans après Ulysse. Vous refaites en fait le voyage d'Ulysse en vous inspirant des lieux établis par l'helléniste Victor Bérard il y a un siècle. On le voit à l'écran, donc cette cartographie de Victor Bérard et puis le périple, votre périple à vous. Alors ma première question, Jean Glavany, elle va être simple et double. Pourquoi la Méditerranée et pourquoi marcher sur les pas d'Ulysse? Alors là, pour répondre à la première question, je dirais que j'ai voulu retrouver mes racines familiales. Et longtemps, nous avons cru que nos racines étaient en Turquie. J'ai un arrière-grand-père, Glavany, le grand-père de mon père, qui est enterré au cimetière chrétien d'Istanbul. Et à chaque fois que je vais à Istanbul, je fleuris sa tombe. Et en fait, avant sa mort, il y a quelques années, mon père m'a dit: tu devrais aller chercher du côté de Volos, dans le nord de la Grèce. Je pense que c'est là qu'en fait se situent nos racines. Internet lui ont permis de mieux piocher la question. Et donc, j'ai voulu repartir à Volos et retrouver ses racines. Et donc, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que j'ai beaucoup navigué, comme vous le disiez à l'instant, sur toutes les mers du monde, mais particulièrement en Méditerranée, de l'est des Baléares à l'ouest, de l'ouest pardon, les Baléares à l'est, la Turquie, du nord la Croatie, au sud la Tunisie, l'Algérie, et au fond toutes ces croisières, toutes ces navigations m'ont laissé des tas de souvenirs dans mes journaux de bord, dans lesquels j'avais envie de mettre de l'ordre. Et puis la troisième raison, c'était que pendant 20 ans, à la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, je me suis beaucoup intéressé, j'allais dire spécialisé, sur le monde arabe, le Proche-Orient, le Maghreb, et que ça m'a amené à faire beaucoup de travaux, de recherches, de rapports pour la Commission des Affaires étrangères, et ça a nourri mes réflexions sur la Méditerranée. Donc voilà pourquoi j'ai voulu rassembler tout ça, mes souvenirs personnels, mes racines, mes travaux, dans un ouvrage un peu de résumé d'une partie de ma vie. Et alors, Et puis pourquoi? donc ce fil rouge que vous avez choisi, en quelque sorte, le refaire plus ou moins exactement les étapes du voyage d'Ulysse 3000 ans après. Donc. Voilà, parce qu'après, je me suis interrogé sur quel voyage faire, quel trajet suivre, quel parcours me fixer. Et je me suis dit, au fond, il y avait quelque chose qui tombait sous le sens. C'est effectivement l'Odyssée d'Homère et le voyage d'Ulysse. Et je me suis, à ce moment-là, rapproché de la carte faite par Victor Bérard, l'helléniste célèbre, qui, dans les années 1930, avait élaboré cette carte. Alors, je l'ai suivi, cette carte, mais pas d'un point de vue géographique. J'ai suivi le voyage d'Ulysse, étape par étape pour ce qui le concerne, mais reprenons ses allégories. C'est-à-dire que, par exemple, quand il parle des Cyclopes et de la barbarie des Cyclopes, j'ai voulu, moi, parler, non pas là où il en avait parlé lui, mais de la barbarie des temps modernes, qui est celui de la manière dont la civilisation méditerranéenne aujourd'hui traite les migrants Alors d'une manière justement, extrêmement arrêtons-nous barbare. sur ce chapitre, justement. Vous dites que voilà, le Cyclope, lui, qui avait été aveuglé par Ulysse, hein, parce qu'il s'était comporté de manière barbare avec ses compagnons. Alors vous dites effectivement que les nouveaux barbares aujourd'hui, eh bien, ce sont ces fameux passeurs de migrants en Libye et au large de la Libye. Oui, ce sont les barbares d'aujourd'hui, ce sont les passeurs qui ne sont pas d'ailleurs que des passeurs. Pour beaucoup, ce sont des esclavagistes. Je me réfère à des écrits, y compris de migrants qui ont subi cet esclavagisme, qui ont été vendus sur des marchés d'esclaves en Libye aujourd'hui, enfin ces derniers mois, ces dernières années, et qui sont aussi ces passeurs qui laissent partir sur des bateaux pneumatiques qui sont à peine plus épais qu'un ballon gonflé de nos enfants, et qui crèvent à la première occasion et causant des centaines, des milliers de morts ces dernières années. Et d'une certaine manière aussi, cette barbarie, c'est pas seulement celle des esclavagistes et des barbares, mais c'est aussi une part de responsables politiques européens qui laissent ces gens crever au milieu de la mer.
et qui ne leur portent pas assistance et qui empêchent les bateaux qui leur portent assistance de faire leur travail humanitaire. Je suis marin. Il m'est arrivé quelques fois dans ma vie de me détourner parce que des appels au secours venaient sur la radio de bateaux en avarie autour de moi. C'est une règle sacro-sainte de la marine et du droit international maritime et même des comportements des gens de mer que de porter secours à ceux qui sont en danger autour de soi, ce que font des bateaux humanitaires en Méditerranée qu'on empêche beaucoup d'agir. Alors, Jean Glavany, tout au long de votre livre, finalement, vous invitez aussi à votre bord, de manière réelle ou de manière imaginée, des personnalités que vous aimez, bien sûr. Alors, il y a notamment votre père, Roland Glavany. Il y a aussi de vieux amis comme Jean-Hugues Colonna. On ne peut pas tous les citer. Jean-Noël Jeannet, l'historien. Albert Camus, une conversation avec Albert Camus lors de l'étape sur la côte algérienne. Vous évoquez l'amour fou d'Ulysse Calypso et celui d'Albert Camus. Vous rencontrez aussi le spécialiste du monde arabe, Gilles Kepel, ou encore le journaliste Charles Anderlin. Alors, 2 chapitres de Charybde dans Scylla, consacrés au conflit israélo-palestinien. Vous dites que ce conflit n'est plus central depuis la montée des intégrismes religieux côté juif et côté musulman. Expliquez-nous ça. Alors, justement, c'est un très bel exemple de l'usage que je fais du périple d'Ulysse. Charybde et Scylla, chacun le sait, ça se situe dans le détroit de Messine, entre la Sicile et le sud de la côte italienne, où les remous, où d'un côté, les remous engloutissaient les bateaux et de l'autre, un ogre mangeait les bateaux, dévorait les bateaux qui passaient à sa portée. Et moi, j'ai trouvé que le Charybde au Scylla d'aujourd'hui, c'était évidemment le conflit du Proche-Orient, qui va, comme l'expression veut bien, de Charybde en Scylla, c'est-à-dire de mal en pis, et que, au fond, ce conflit n'en finit pas. Et j'ai voulu essayer de comprendre pourquoi, parce que je fais porter une part non négligeable de cette responsabilité, non pas aux religions, mais aux intégrismes religieux. Et avec Gilles Kepel, d'une part, pour approfondir l'intégrisme musulman, et avec Charles Anderlin pour approfondir et préciser cet intégrisme juif qui a aujourd'hui tout pouvoir sous Netanyahou, puisque les partis religieux ont fait alliance avec lui. On montre bien que ces intégrismes-là sont violemment en guerre les uns contre les autres et empêchent toute tentative de paix, notamment pour ce qui concerne l'intégrisme religieux juif par la colonisation systématique des terres de Palestine. Donc j'ai voulu disséquer ces mécanismes d'intégrisme religieux qui ont bouleversé la donne en Méditerranée. Au fond, ce qui a changé en Méditerranée depuis Ulysse, c'est-à-dire depuis 3000 ans, c'est que les 3 monothéismes ont remplacé le polythéisme grec, qui était un polythéisme, si j'ose dire, bienveillant, facile à vivre, gai, joyeux à bien des égards. Et les monothéismes ont pris la suite, mais ces monothéismes, pour des raisons historiques que chacun comprendra, ils sont nés voisins à Jérusalem, et voisins et conflictuels, et rivaux et conflictuels, et après violemment opposés et par leurs intégrismes. Et ces intégrismes, aujourd'hui, empêchent tout processus de paix, tout processus de paix. Alors, vous parlez aussi, Jean Glavany, dans votre ouvrage, de cette Méditerranée souillée par les hommes, avec le tourisme de masse en particulier, et puis les déchets des touristes, notamment le fléau du plastique en Méditerranée. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas changé en Méditerranée depuis 3000 ans. C'est que la Méditerranée est belle, reste belle, voire très belle. Ses côtes, ses rivages sont somptueux. Et d'autre part, qu'elle bénéficie d'un climat tempéré extrêmement favorable et que, du coup, elle provoque l'attrait. Elle est belle et elle a un climat favorable. Donc, on s'y précipite. Et les les millions de touristes qui venaient il y a un siècle sur les berges de la Méditerranée sont devenus des dizaines de millions il y a 30 ou 40 ans et maintenant des centaines de millions. Alors évidemment, ça entraîne des phénomènes évidemment de souillure et de dommages sur les rivages méditerranéens. La bétonisation des côtes, l'exemple de Mykonos, qui était encore une île tout à fait fréquentable, elle reste fréquentable, mais maintenant avec des plages sauvages. Il y a encore 20 ans, aujourd'hui, il n'y a plus une plage sauvage, tout est construit, bétonné, etc. Toutes les côtes méditerranéennes sont de plus en plus bétonnées, à l'image de la Côte d'Azur française. Et au-delà de cette bétonisation, il y a aussi ces touristes qui rejettent des eaux usées dans la mer et qui rejettent des déchets, comme ils le font partout dans le monde.
simplement d'une manière beaucoup plus concentrée. Et aujourd'hui, une des grandes menaces qui pèsent sur la Méditerranée, ce sont les plastiques, et plus exactement les microplastiques dans l'eau qui polluent la Méditerranée d'une manière extrêmement dangereuse. Voilà, cette pollution de la Méditerranée et notamment de la Grèce. Vous consacrez également tout un chapitre qui s'appelle Au commencement, la Grèce. Jean Glavany, le temps passe très vite. Vous concluez ainsi votre livre. Vous dites « Mon Ithaque, à moi, c'est mon bateau. Je lève l'ancre ». Donc on vous dit bon vent, Jean Glavany. Merci à vous pour cet entretien. Et puis donc pour tous les amoureux de la navigation, pour tous ceux qui s'intéressent aussi à l'avenir politique de cette civilisation méditerranéenne en crise, eh bien, lisez donc cet ouvrage 3000 ans après Ulysse, écrit par Jean Glavany, un ouvrage écrit avec cœur et qui donne à voir et à réfléchir. C'est la fin de cet entretien. Dans quelques instants, ce sera le retour de l'actualité internationale sur France 24.